Pour les sociétés humaines, on nous a vendu un peu le leurre de la modernité, n'est-ce pas? Et on peut prendre l'exemple sur la forêt. Lorsque le vent arrive et que un arbre doit compter sur les racines d'un autre arbre, est-ce que cet arbre peut tenir devant le vent? Pas souvent. Non, il sera arraché, n'est-ce pas? On ne peut tenir que parce qu'on a des racines, ses propres racines. Et c'est la tradition qui nous permet de tenir en réalité. Et qui parle de tradition, parle du transmis, c'est-à-dire l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. L'homme vit en Afrique depuis plus de 200 000 ans, et en 200 000 ans d'histoire et d'existence, on a quand même eu à structurer, n'est-ce pas, notre rapport au monde, notre rapport à la nature, et c'est ce rapport-là qui nous est transmis sous forme de tradition, en réalité. Donc je pense que nos traditions font l'essence de ce que nous sommes, en réalité, et vous allez voir que dans bon nombre de pays, notamment en Chine, en Corée et autres, ils ont bien gardé leur tradition. D'ailleurs, les Chinois ont fait leur révolution culturelle avec Mao, en réalité. Et chez les Africains, vous savez, on nous a éduqués dans le sens comment dire, de l'arrachement. C'est-à-dire, pour devenir des hommes, on doit renoncer à être africain. Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Dans la spiritualité, on va vous dire non, vos histoires là, c'est satanique. À partir du moment où on a dit que c'est satanique, vous-même vous êtes convaincu que Dieu n'est pas de votre côté, n'est-ce pas? Pour accéder à Dieu, il faut adhérer aux religions. Et dans le domaine même de la pensée, on va vous dire que vos schèmes de pensée là, vraiment, c'est pas la pensée. Vous voyez, vous n'avez pas de philosophie. Vous n'avez pas de droit, vous avez l'ethnophilosophie, vous avez la coutume, même la médecine, vous n'avez pas. Vous avez les praticiens, c'est-à-dire c'est des gens qui pratiquent juste la tradition en passant. Mais ça fait partie des stratégies de domination. On disqualifie les systèmes de référence pour que vous renoncez à ces systèmes de référence et vous les suivez dans leur paradigme, vous serez à la remorque en fait. Ceux qui pensent que l'Occident a fait A, B, c'est parce qu'ils ne sont même pas au courant du déroulement de l'histoire. Savez-vous que l'alphabet, la numérotation par 10, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, 10, 20, 30, 40, la monnaie d'ailleurs, ont été battues pour la première fois en Afrique. L'alphabet a été inventé en Égypte, n'est-ce pas? La numérotation par 10 existe même avant l'Égypte, parce que vous avez vu tout à l'heure là, l'os d'Ishango, la preuve que les nombres premiers ont été utilisés en Afrique 22 000 avant Jésus-Christ en réalité. Et que c'est à cette école africaine que les savants grecs, toutes disciplines confondues, sont venus. Notamment, on prend par exemple les philosophes. Avant même les philosophes, c'était d'abord les législateurs. Solon, Lucrèce, Lucuge, Dracon et autres qui ont étudié les codes de Salmétique et d'Amasis en Égypte. Et lorsqu'on situe la modernité en Europe, on parle de l'année moins 508 avec les réformes christéniennes. Ceux qui pensent que la modernité est européenne, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le sens de l'histoire, n'est-ce pas? En réalité, le concept de miracle grec, n'est-ce pas, qui fonde la modernité en Europe, est une invention notamment du poète français Ernest Renan. Parce que lorsque Ernest Renan visite Athènes en 1868, il est un peu émerveillé par les ruines de l'acropole, du Comitium, du moins les ruines de la civilisation gréco-romaine, quoi. Et il va inventer un concept, le miracle grec, que les Grecs ont accédé à la connaissance par miracle, n'est-ce pas? Et c'est ça que tout le monde va récupérer. D'autre part, on a aussi un auteur clé, Hegel, n'est-ce pas, qui, à travers les mythes significatifs, construit la domination de l'Europe. Il parle de sa version qu'il donne de la mythologie d'Égypte et le Sphinx. Il dit, Égypte représente la Grèce, le Sphinx représente l'Égypte. Égypte pose la question au Sphinx, quel est l'animal qui le matin marche à 4 pattes, à midi marche à 2 pattes, en soirée marche à 3 pattes. Et Hegel précise que le Sphinx ne connaît pas la réponse et le Sphinx, prise de remords, rentre se noyer dans le Nil. Égypte prend alors conscience de la singularité de son destin qui est d'éclairer le reste du monde, d'apporter la lumière au reste du monde. D'où l'universalisme de l'Occident et la mission civilisatrice. Ils pensent qu'ils sont fondés à civiliser le monde entier. Mais sauf que ça, c'est les mythes significatifs qui avaient pour but de rompre le legs égyptien à la civilisation du monde et de poser la Grèce comme le fondement de la civilisation. En fait, c'est ce que j'explique en fait. Que la modernité est égyptienne, elle est africaine. D'accord? C'est l'Égypte qui nous a conduit à la modernité. C'est ça la réalité. Et que les Grecs, d'abord, même l'écriture grecque, celui qui doute n'a qu'à aller sur Google, taper l'origine égyptienne de l'écriture grecque. Même les nombres grecs. Je vous ai dit que la numérotation par 10 nous vient de l'Égypte. Donc, je ne vois pas de quelle modernité on va parler. Est-ce que revenir peut-être aux traditions africaines peut nous faire nous développer?
Ok. Vous posez là la question, la problématique est de la dialectique entre l'héritage et la modernité, n'est-ce pas? Il faut se dire une chose, hein, nous ne sommes pas les premiers cités, d'accord? Avant de naître, on a eu des parents. Nos parents ont eu des parents, nos grands-parents ont eu des parents, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que l'homme vit en Afrique depuis plus de 200 000 ans, n'est-ce pas? La question se pose donc, quel héritage avons-nous de ces 200 000 ans d'histoire, n'est-ce pas? Parce que si nous voulons penser par nous-mêmes, dire que nous pensons moderne, nous faisons comme si c'est nous qui inaugurons la pensée. Peu importe la discipline, que vous soyez juriste, que vous soyez médecin, que vous soyez je ne sais quoi d'autre, vous devez chercher l'héritage de vos ancêtres dans chaque discipline. Même les théologiens. C'est quoi la théologie africaine? Avant même l'Égypte. Comment est née la croyance à Dieu? N'est-ce pas? En Égypte, c'était quoi la théologie? Même comme la chrétienté moderne a jeté un voile d'ignorance sur la tradition religieuse égyptienne. Mais tous les chercheurs de bonne foi savent que tout ce qu'on a comme discipline, qu'il s'agisse de la chrétienté, de l'islam, tout ce qui est de fondamental dans ces croyances vient de l'Égypte. Et ce n'est pas pour rien que les pères fondateurs de l'Église sont des Alexandrins. C'est-à-dire les Grecs qui ont vécu à Alexandrie et qui ont eu accès au corpus sacré de l'Égypte pharaonique, en réalité. Il faut donc comment dire, structurer la modernité à partir de l'héritage, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas nous qui inaugurons la pensée. Voir quel était notre héritage, à partir de là, se mettre à penser et à rationaliser pour, comment dire, essayer de penser le monde moderne. D'accord? Nous ne sommes pas les premiers à vivre sur Terre, les gens ont vécu avant nous. Pour eux. Et l'erreur consiste à croire que la modernité est occidentale. La modernité n'est pas occidentale. La science est universelle. Déjà que la science est née en Égypte, ce n'est pas né en Occident. Donc, comme me démontre le contraire, n'est-ce pas? Un autre exemple, pour dominer l'Afrique, qu'est-ce que l'Occident a fait? L'Occident a maîtrisé la science de la navigation, inaugurée par les Égyptiens, les Cananéens, puis comment dire, ce qu'on appelle les Phéniciens, puis les Carthaginois. C'est les Arabes qui ont apporté, qui vont amener ces sciences en Europe lorsqu'ils vont occuper à travers les monts, n'est-ce pas, le sud de l'Espagne, de la France et le Portugal, n'est-ce pas? Ça c'est débattable, hein, parce que certains disent que les Maures c'était des Noirs. Hein. Oui, en réalité, quand tu parles d'arabe, ça veut dire c'est aussi les Noirs convertis à l'islam. C'est pour ça que moi je les englobe en parlant des Arabes, vous comprenez un peu? Mais en réalité, il n'y a pas de science arabe. Hein. Les Arabes ont bénéficié du legs de l'Égypte, puis ont occupé l'Égypte depuis le 7e siècle. N'est-ce pas? On va dire oui, ils ont inventé le zéro, mais même en Égypte, le zéro existait. Hein? On l'appelait 9 euros. Mais ils ont inventé quel zéro? Ils ont inventé ce qui existait déjà. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Je pense bien. Et je prends un exemple simple, un autre exemple. D'habitude, quand je cause avec les gens, ils me disent mais puisque tu es africain, pourquoi tu utilises le téléphone portable? Je réponds une seule chose. Non seulement le téléphone portable n'a pas été inventé par un Européen, ça a été inventé par un Noir américain. Oui, oui, j'ai montré tout à l'heure. C'est la preuve que la science est universelle. Et j'étais en train de parler de la domination de l'Occident. J'avais déjà parlé de la navigation, qui nous venait de l'Égypte, puis des Phéniciens, après les Carthaginois. Les Arabes vont amener ces techniques modernes de construction des navires en Occident. L'Occident va maîtriser la navigation pour venir nous recoloniser après. L'Occident va aussi prendre une invention chinoise, c'est-à-dire la boussole, pour pouvoir maîtriser l'orientation, mais aussi la poudre à canon. Et c'est avec la poudre à canon qu'ils vont nous dominer, pas parce qu'ils étaient supérieurs à nous. Au moment où l'Occident nous colonise, l'Occident n'est pas devant l'Afrique dans le processus de civilisation. On n'a qu'à prendre l'hypothèse même la plus plausible, les écoles. Les universités sont nées depuis l'Égypte, avec les maisons de vie PA. On va retrouver les mêmes universités dans l'Empire du Ghana, notamment et après dans l'Empire du Mali, avec l'université Sankoré de Tombouctou. Mais même à l'époque du Mali, il n'y avait pas encore d'université en Europe, alors on va nous parler de quelle science? C'est ça le problème, c'est que nous ignorons notre histoire et nous pensons que la modernité est blanche en fait, et c'est illusoire. Et je vais prendre maintenant la question de l'obsolescence de la tradition. D'accord? Commençons d'abord par la dernière. Est-ce que la tradition africaine est obsolète? Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir les concepts. Hein. C'est quoi la tradition? La tradition, comment dire, ça dérive, le terme tradition dérive du terme tradition. C'est dit transmis. N'est-ce pas? Ce qui a été transmis. Peux-tu transmettre à ta fille ou à ton fils quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas digne d'être transmis? Je pense que non. Si les connaissances nous ont été transmises à un moment donné, c'est parce qu'on en avait besoin. Mais si on n'a plus besoin de ça, on peut mettre ça de côté. Mais sauf que lorsqu'on parle de tradition africaine,
Les gens prennent la tradition simplement dans son aspect purement folklorique. D'accord? Lorsqu'on parle de la tradition africaine, on va d'abord commencer par parler de la question des langues. Les langues, c'est le vecteur de la civilisation, de la culture, de la tradition, n'est-ce pas? Le positionnement des langues africaines par rapport à nous-mêmes. Combien d'entre nous parlons des langues africaines? Or, c'est dans ces langues-là qu'il faut penser notre modernité. On peut dire que oui, l'anglais est devenu universel, mais si l'anglais est universel que ça, pourquoi les Chinois n'abandonnent pas le chinois pour parler l'anglais? Pourquoi les Japonais s'accrochent à leur langue, ils ne viennent pas tous parler anglais et laisser mourir leur langue? Pourquoi les Coréens n'abandonnent pas leur coréen? Ils éditent même les ouvrages en coréen. Pourquoi les Arabes n'abandonnent pas? Pourquoi cette modernité ne s'applique qu'aux Africains? Mais ça veut dire que c'est même une mentalité de, comment dire, de dominer. Nous réfléchissons déjà vraiment comme des dominés. Mentalité de dominer, j'aime bien ça. En réalité, c'est une question de logique. C'est un peu comme un parallélisme avec le christianisme. On nous dit oui, c'est Jésus-Christ seul, sans lui, bon, c'est l'enfer. On dit sur les peurs, quoi. Vous voyez un peu? Mais dis ça aux Indiens, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont leur Bouddha, n'est-ce pas? Pourquoi on ne tient pas ce discours aux Indiens? Pourquoi on ne tient pas ce discours aux musulmans? Les Japonais sont dans leur taoïsme. Pourquoi on ne tient pas ce discours? Pourquoi cette vérité n'est vraie que pour les Africains? En réalité, on joue sur les peurs et sur l'émotion. Et dans la tradition aussi, il faut voir, comment dire, l'aspect scientifique de la tradition. Savez-vous que les étudiants quittent Harvard? Ils ont des bourses pour venir étudier les mathématiques dans la tradition africaine. Puisque la mathématique est née en Afrique. Vous avez vu tout à l'heure dans l'exposition, au niveau de l'exposition, l'émergence de la géométrie. Avec, dans la grotte de Blombos, il y a de cela 77 000 ans. Ou alors l'émergence des nombres premiers. L'os d'Ishango, la toute première calculatrice, ça fait 22 000 ans. Mais quels sont les chercheurs africains qui s'intéressent aux mathématiques, les cours de mathématiques issus de leur tradition? Pratiquement personne. Il y en a pas. Déjà que nos universités ne prennent pas pour objet d'étude notre culture, notre civilisation. Lorsque nous partons à l'école, nous partons pour apprendre ce que le blanc a compris de notre tradition et qui nous transmet, parfois de manière édulcorée. Vous voyez un peu? Donc, la tradition ne doit pas s'arrêter aux aspects folkloriques. Un autre exemple pour vous montrer que la tradition africaine n'est pas folklorique. Savez-vous que c'est à partir de l'observation de l'univers que les Africains pratiquent l'autotomisme, par exemple? Ce qu'on appelle dans le langage moderne l'horoscope. Les Africains ont compris que l'univers parle le langage. Comment dire? L'univers parle le langage des animaux. D'où le lion, le scorpion. On va dire que c'est la sorcellerie. Hein? Mais c'est pas la sorcellerie. C'est depuis l'Égypte que les Africains ont compris ça. C'est la sorcellerie. Et c'est depuis l'Égypte qu'on a donc adopté ça. Et c'est ça qui est à l'origine de, comment dire, de la théorie des 12 disciples qu'on retrouve. C'est-à-dire les 12 astres du zodiaque que le soleil parcourt au cours de l'année, n'est-ce pas? C'est ça qui donne, depuis l'Égypte, comment dire, la philosophie du Ella, c'est-à-dire Dieu El. C'est le même El que tu trouves dans Alléluia. C'est le même El que tu trouves dans Allah, n'est-ce pas? C'est le même El que tu trouves dans Eli, El, n'est-ce pas? C'est le même El que tu trouves dans Bel Amon, par exemple. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le Ella, donc, suivi par ces 12 Séba, c'est-à-dire les 12 astres du zodiaque qui fondent en réalité le thétomisme en Afrique noire. Il faut aller au-delà du folklore pour pénétrer ce qui fait la quintessence même de la pensée africaine, qui est une pensée scientifique et rationnelle, contrairement à ce qu'on croit. Maintenant, sur la question du legs égyptien, où on dit, vous dites que les gens disent que ça ne sert à rien de retourner à l'Égypte. Mais ces gens ne trouveront pas du mal à retourner à la civilisation gréco-romaine pour chercher l'étymologie des mots. Pas du tout. Mais en réalité, il s'agit là de la tradition de ce qu'on appelle en science l'autophobie, c'est-à-dire la haine de soi-même. Vous comprenez un peu? C'est fort. C'est fort, mais c'est ça la vérité, l'autophobie. Pour accéder à la rationalité, il faut sortir des identités tribales, n'est-ce pas? Accéder à la civilisation. Mais sauf que je vous ai dit comment la civilisation s'est construite à travers deux auteurs, Ernest Renan et Hegel. Soit à travers des mythes, soit à travers des contes, pour couper le lien, le cordon ombilical avec l'Égypte et faire de la Grèce le berceau de la civilisation. Et c'est pour ça que Cheikh Anta Diop est clair dans ses travaux. Il dit, au lieu de courir derrière le legs gréco-romain, les Africains devaient se référer à la civilisation égypto-nubienne, la mère de toutes les Il faut répéter ça. Parce... Cheikh Anta Diop dit, d'abord pour reprendre sa pensée, et là je peux donner la référence, celui qui veut... référence s'il vous plaît. La référence c'est la conférence de Niamey. Parmi toutes les conférences que Cheikh Anta Diop a données, n'est-ce pas? On retient souvent le colloque du Caire, mais tapez Cheikh Anta Diop conférence de Niamey sur, comment on dit, sur YouTube, vous aurez toute la conférence. Cheikh Anta Diop nous dit de nous armer de sciences jusqu'au-delà. Et par quelle méthode? Il nous donne la méthodologie, la connaissance directe. Autrement dit, il faut d'abord désapprendre, n'est-ce pas? Déconstruire ce qu'on nous a appris.
Parce que celui qui nous a appris tout ça pour nous dominer. Exactement. Il faut désapprendre pour réapprendre par soi-même. C'est ce qu'il appelle la connaissance directe. Vous comprenez un peu? Et il dit que cette connaissance directe, donc, s'applique à tous les domaines de la vie, n'est-ce pas? Oui. Pour ce qui est, par exemple, comment on dit, de l'étymologie des mots, Cheikh Anta Diop nous demande de remonter au-delà, n'est-ce pas, de l'étymologie gréco-romaine. Puisque je vous dis que le grec et le romain s'écrit à partir de l'alphabet égyptien, n'est-ce pas? Maintenant, retournez à la source première. Et lorsque vous allez retourner à la source première, vous serez étonné de vous retrouver dans votre propre langue maternelle. Sur le legs égyptien, je soulignais l'importance de revenir à l'Égypte, en réalité. Pourquoi nous devons revenir à l'Égypte? Parce qu'à l'école, nous n'avons pas étudié le peuplement de l'Afrique, n'est-ce pas? Lorsque nous étudions le peuplement de l'Afrique, on se rend compte que l'homme est né au niveau des Grands Lacs. Il a suivi le Nil pour fonder les civilisations de Nubie, d'Égypte. Et lorsque l'Afrique a été envahie par les peuples de la mer, comme les appelaient les Égyptiens, d'abord les Macédoniens, puis les Grecs, après les Romains et l'entrée des Arabes au 7e siècle, les Africains se sont éparpillés partout sur le continent, parfois dans la forêt. C'est pour ça qu'on va vous dire que les Pygmées étaient les premiers habitants de la forêt. Mais la question c'est que nous autres, nous venons d'où? On ne se pose jamais cette question. Les autres vont rejoindre la savane, notamment ce qu'on appelle les principautés soudanaises. Je parle là des empires du Mali, du Sénégal, etc. N'est-ce pas? C'est pour ça que la thèse de l'unité culturelle de l'Afrique est indestructible en réalité. Parce que d'un point de vue historique, c'est vérifié. Et ces peuples, d'abord nous parlons la même langue. Cela a déjà été démontré non seulement par Cheikh Anta Diop, mais par bien d'autres professeurs, notamment les travaux du professeur Obenga, les travaux du professeur Bilolo, notamment sa thèse d'habilitation, la dialectique de l'un et du multiple. Il a démontré que nous parlons la même langue. Et le professeur Grégoire Biogo a aussi rebondi avec le dictionnaire des connaissances en égyptologie et autres, où il a démontré qu'en Afrique noire, nous parlons la même langue, sous réserve des métathèses. Le retour à l'Égypte nous permet de retourner, de retrouver la racine de notre civilisation, de nos modèles de pensée, parfois des aspects qui cohabitent encore dans nos sociétés et qui existent sous forme de folklore. Par exemple, le fait de porter les plumes sur la tête, la plume de la mate, de la vérité, pour dire que moi je suis pur, n'est-ce pas? J'ai choisi la vertu, la vérité et autres. Et le retour à l'histoire permet aussi, de l'Égypte, permet aussi de construire ce qu'on appelle la conscience historique, n'est-ce pas? C'est-à-dire la conscience que nous avons un passé commun, n'est-ce pas? Et glorieux, très glorieux d'ailleurs. Ça permet de stimuler, de stimuler le présent, n'est-ce pas? De savoir que nous sommes issus d'un peuple créateur. On peut créer, on peut inventer, on peut transformer notre quotidien. D'accord? Comme nos ancêtres, les pharaons l'ont fait. Ça permet aussi de bâtir le futur dont nous rêvons, c'est-à-dire l'État fédéral africain. Ce n'est qu'en admirant notre passé, n'est-ce pas? Comprendre la gloire de notre passé, pourquoi nous avons été dominés et pourquoi les autres nous ont dominés, n'est-ce pas? Maintenant, le présent, comment pouvons-nous structurer notre présent? En retrouvant, pas sur les connaissances, qui nous ont été enseignées pour nous dominer, mais à travers la déconstruction et l'accès à la connaissance directe par nous-mêmes, bâtir un corps nouveau de connaissances dans tous les domaines de la vie, et structurer mieux notre rapport au monde pour mieux penser notre devenir. Nous devons être autonomes, nous devons attendre le monde des personnes, pas d'aide au développement. Nous sommes des hommes comme il faut, d'accord? Nous pouvons nous prendre en main et bâtir un État continental souverain pour ne dépendre des personnes, même pour notre propre protection. Savez-vous que la spécialisation vient de l'Afrique? D'abord la médecine, le père de la médecine c'est Imhotep, n'est-ce pas? Il avait un traité de médecine. Et Hippocrate va étudier la médecine, c'est Imhotep. Mais il n'était pas malhonnête, il va faire dire Imhotep un dieu, il va l'appeler Esculape. Et lorsqu'on prête le traité d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate, qui n'est rien d'autre que la traduction du traité d'Imhotep, on le prête au nom du dieu Esculape, c'est-à-dire le nom divin d'Imhotep. Et le culte d'Imhotep a été célébré jusqu'à l'époque de Constantin. C'est Constantin qui va mettre au culte d'Imhotep pour le remplacer par le Christ. D'accord? Maintenant donc, j'étais en train de dire que la spécialisation ne vient de là. Les Égyptiens l'ont formalisé, mais même dans la société négro-africaine aujourd'hui, celui qui soigne la dent, ce n'est pas lui qui va soigner l'œil. Celui qui soigne le mal de ventre, ce n'est pas lui qui soigne les maux de tête. Celui qui soigne l'entorse, ce n'est pas lui qui va vous soigner peut-être la cécité. Vous comprenez que c'est là où vient la spécialisation. Mais comme nous ne prenons pas pour objet d'étude de notre culture
nous pensons que ça nous vient d'ailleurs. Vous voyez un peu. Il faut redécouvrir la redécouverte de soi. On doit sortir de l'autophobie en réalité, pour prendre pour objet d'étude notre civilisation. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune université sérieuse en Afrique ne prend pour objet d'étude de la civilisation africaine. Nous, on préfère nous envoyer, vous voyez un peu, dans la disruption. Le Japon de l'ère Meiji, la décadence de l'Empire turc ottoman, la révolution bolchevique, il y a des gens qui sont trop dans ça. Maintenant, on va entrer histoire africaine. Ils ne connaissent que la colonisation en montant, le reste. Sérieux. Demandez-lui de vous, un historien africain, de vous parler du peuplement de l'Afrique. Peuple par peuple. N'est-ce pas? Il sera incapable. Mais c'est de la distraction. Mais la connaissance, c'est quoi? Même Socrate lui-même le dit. Connais-toi toi-même. Mais que signifie se connaître soi-même? D'abord, même en matière de spiritualité, tu ne connais rien de ce que faisaient tes ancêtres. Tu penses que c'était la sorcellerie. Que c'est Christ qui va t'amener à dire. C'est-à-dire, même dans le rapport avec l'absolu, on nous a colonisés. Et c'est un peu dommage. L'Occident a copié de chez nous, oui, pour faire ce qu'ils font. Oui. Est-ce que nous, si on copie de chez eux, oui, ce ne serait pas une sorte de réappropriation? Oui, mais sauf qu'on risque parfois de copier ce qui a été dénaturé. D'accord? Si vous avez un modèle et la copie, qu'est-ce que vous préférez? Prendre la copie, alors prendre le modèle. Le modèle, c'est l'Égypte. D'abord, Cheikh Anta Diop n'était pas le premier à le dire. Platon le dit dans les lois, le modèle, c'est l'Égypte. Aristote, dans Éthique à Nicomaque, le dit, le modèle, c'est l'Égypte. N'est-ce pas? Strabon le dit dans Géographie, le modèle, c'est l'Égypte. Mais comment allez-vous prendre la copie au lieu de prendre le modèle? N'est-ce pas? C'est eux qui ont structuré la science moderne, n'est-ce pas? On va dire que bon, il y a des domaines qui ne connaissaient pas. Oui, il y a des domaines qui ne connaissaient pas, mais dans ces domaines-là, on peut comment dire, prendre ce que l'Occident a ajouté comme surplus, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que l'Occident qui a ajouté comme surplus, même les Africains ont ajouté. Tout à l'heure dans la grande salle, vous avez vu l'exposition, n'est-ce pas, sur les inventeurs africains et de la diaspora, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Vous avez vu des merveilles, n'est-ce pas? Oui, tout ce que les Africains ont inventé. Oui. Mais dans aucun livre d'histoire, vous ne verrez les inventeurs africains. En réalité, nous sommes dans une guerre frontale contre l'Occident, une guerre de civilisation. En fait, une guerre sans limite. Et vous savez, dans une guerre, on peut vous occuper militairement, un peu comme on est au Mali. Ils sont au Mali là. Ou alors comme ils sont au Tchad avec les bases, au Congo, pardon, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Mais les vrais combattants sont en civil. Dans une guerre. Et c'est ceux qui combattent en civil là. En soutane parfois. C'est eux qui font le plus mal à l'Afrique. Regardez ce que l'Église a fait de l'Afrique. Regardez vous-même. Et vous allez voir que ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas? C'est pour ça que même le professeur Cheikh Anta Diop est clair, il faut réécrire la théologie africaine. Et pour prendre juste cet exemple, sur ce plan, il y a eu deux ouvrages majeurs qui ont été publiés par le professeur Kalamba Nzapo. Le premier, c'est Théologie africaine, les grands courants de l'Antiquité jusqu'à nos jours, qui retrace plus de pratiquement 5000 ans de théologie. C'est-à-dire la théologie 3000 ans avant le christianisme, c'était quoi la théologie africaine? Avec les hymnes égyptiens qui deviendront les hymnes chrétiens et autres. Avec des preuves à l'appui. Oui, j'ai vu de mes propres yeux. Moi, c'est scientifique vraiment. Ouais. Et il retrace aussi l'évolution dans la doctrine théologique. Comment on est passé de la théologie fondamentale à la théologie de la conversion, de la théologie de la conversion à la théologie du salut, de la théologie du salut vers la théologie du miracle, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que derrière la théologie, il y a des intérêts. Il y a des gens qui ont fait carrière et qui ne sont pas prêts à accepter certaines vérités en réalité. Mais la vérité est inébranlable, c'est une vertu. Vous savez que la vérité, c'est la première des vertus. Elle est même au-delà de la justice. Parce qu'une justice sans vertu n'est pas vertueuse en réalité. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour dire, il faut... Le modèle, c'est l'Égypte. Retournons à l'Égypte. À l'Égypte et à la Nubie. Prenons ce qu'on a eu comme les fondamentaux de notre civilisation. Maintenant, il y a ce que nous avons ajouté et ce que l'Occident a apporté. Pas seulement l'Occident, mais même les Chinois. Aujourd'hui, ils ont plus de brevets que les Occidentaux. 40% des brevets aujourd'hui sont des Chinois. Ils ont dépassé les Américains. Je pense qu'ils ont dépassé 50% dans le monde. Les Asiatiques aujourd'hui, Alors on parle de quelle science? Alors la science n'a pas de nationalité. D'accord? C'est ça ma réponse, c'est ce que je peux donner comme réponse en fait. Donc tu dis, on retourne à l'Égypte au modèle originel. Et on rajoute ce qu'on doit rajouter au-dessus. Oui, c'est pas moi qui dis. Je vous ai dit, Cheikh Anta Diop a dit le modèle c'est l'Égypte. Platon dans les lois dit le modèle c'est l'Égypte. Aristote dans Éthique à Nicomaque, je pense quand même qu'Aristote est quand même le maître à penser de l'Occident. N'est-ce pas? On commençait qu'il a tout copié à la bibliothèque d'Alexandrie pour publier. Lui là c'est une machine à copier, à l'époque où Aristote a vécu, la guerre vivait ce qu'on appelle les guerres du Péloponnèse, qui ont duré plus de 70 ans. N'est-ce pas? Pendant ces deux guerres, il était impossible à Aristote d'écrire plus de 200 ouvrages. Et on sait par ailleurs que lorsque Alexandre le Grand a occupé l'Égypte, il a nommé
Aristote, recteur de la bibliothèque d'Alexandrie. Il a fait comme Thalès et Platon ont fait. Ils ont pris un papyrus égyptien, ils ont traduit. Il s'est attribué la paternité. C'est pour ça que lui-même il reconnaît que le modèle c'est l'Égypte.